Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de ce cours numéro 18 qui a traité du syndrome occlusif, du syndrome péritonéal, et on va traiter une des causes les plus classiques de syndrome péritonéal et qui peut aussi entraîner un syndrome occlusif, l'appendicite, qui est l'item 356 pour le futur EDN. Nous ne traiterons bien évidemment ici que l'appendicite chez l'adulte. Toujours pareil, seul le diaporama et ce que je vais dire à l'oral peuvent faire l'objet de questions, ces deux supports-là étant pour aller plus loin dans la connaissance. Alors, un peu d'histoire, Léon Gambetta est décédé de l'appendicite. Et cette histoire vous permet de voir la vitesse à laquelle le problème peut être rapidement létal, puisque après avoir eu une plaie en nettoyant son arme blanche, il est blessé à la main, on l'opère et on le met à la diète et au repos. Le 8 décembre, il commence à avoir des troubles digestifs. Le 16 décembre, le chirurgien, en particulier Lannelong, font le diagnostic d'infection péricécale, une pérityphlite. Comme c'est un homme d'État important, bien sûr, d'autres personnes sont appelées, la discussion augmente, mais pour Marie Lannelong, il n'y a aucun problème, c'est un problème d'appendicite. L'attentisme fait qu'il n'est pas opéré, et le 31 décembre, un peu avant la nouvelle année, Léon Gambetta décède. On ne peut pas parler d'appendicite sans parler d'anatomie. Donc l'appendice normal est situé appendu au cécum, en fosse iliaque droite. Elle est longue de 2 à 20 cm. Elle fait 4 à 6 mm de largeur. Sa base d'implantation, en fait, elle est au bout des 3 bandelettes musculaires longitudinales du côlon droit. Et sa vascularisation artérielle provient de l'artère appendiculaire, elle-même branche terminale de l'artère iléocolique. Les autres localisations dont on parlera plus tard sont l'appendice sous-hépatique, l'appendice rétrocécal en arrière du cécum, l'appendice pelvienne et l'appendice mésocéliaque. La forme modale est l'appendice latérocécal, comme appendu au cécum. Donc je répète, l'anatomie, l'appendice normal est latérocécal. L'épidémiologie, c'est exceptionnel avant 1 an, mais c'est extrêmement grave. Et bien que ça puisse arriver à tout âge, le pic se situe entre 6 et 30 ans. Donc la sémiologie de l'appendicite aiguë, c'est quelque chose que vous connaissez puisque c'est quand même une pathologie extrêmement fréquente. Et elle se décompose avec tout d'abord une douleur. Il y aura aussi une fièvre puisqu'il y a un syndrome inflammatoire et qui, comme toujours, peut être inconstant. Inconstant parce que le patient peut se présenter après avoir pris des antalgiques, des anti-inflammatoires, comme antalgique du paracétamol, donc qui est un antipyrétique. Il peut être aussi insuffisant rénal. Ça peut être une personne âgée qui ne fera pas forcément de la fièvre. Et ça peut être quelqu'un d'immuno non compétent ou d'immunomodulé, comme les transplantés. Pathologie du tube digestif, donc nausées, vomissements, forcément peuvent être associés. Et aussi à noter l'anorexie, en particulier chez l'enfant avant 1 an qui s'arrête de manger, mais également chez les gens déficients mentaux, chez les adultes déficients mentaux qui n'arriveront pas à exprimer leur douleur et qui vont se mettre à avoir une anorexie. Et il faudra absolument évoquer ce diagnostic-là. Il reste la classique langue saburale dans tous les textbooks. Pour ce qui est de la douleur, j'en avais déjà parlé dans le cours de la douleur, mais on va la redétailler. Vous imaginez donc que l'appendice est entouré de son péritoine viscéral, et tant que le péritoine viscéral est le seul intéressé, la douleur, elle est médiane. Donc elle va être soit épigastrique, soit périombilicale, puisque c'est l'artère mésentérique supérieure, et la projection, elle se fait à cet endroit-là. Et puis ensuite, quand l'appendice grossit,
le péritoine viscéral peut venir toucher le péritoine pariétal qui lui donne une douleur latéralisée. Donc c'est cette classique description que vous pouvez lire et à ce moment-là, vous aurez tout à fait compris cette histoire de la maladie. Ensuite, à la palpation, vous avez la palpation directe de la fosse iliaque droite, donc la douleur sera toujours en fosse iliaque droite. À la palpation directe, eh bien, ça peut être aussi associé à une défense et une contracture. Et à la palpation directe de la fosse iliaque droite, vous pouvez, à la palpation, vous pouvez aussi provoquer une douleur toujours en fosse iliaque droite, lieu de l'appendice, à la palpation de la fosse iliaque gauche. Donc soit avec une décompression brutale, et on appelle ça le signe de Bloomberg, ou une compression brutale de la fosse iliaque gauche, on appelle ça le signe de Rovsing. En fait, ce qui se passe dans ces signes-là, c'est qu'on mobilise le tube digestif et qui vient ou pas toucher le péritoine pariétal. Alors autrefois, on réalisait des touchés rectaux et des touchés vaginaux, ce qu'on appelle des touchés pelviens, mais il n'y a plus lieu de réaliser ceci en pratique clinique puisque nous réaliserons un scanner. Et ensuite, il y a un signe qui est dû lorsque l'appendice est ce qu'on appelle rétrocécale, donc elle est posée aussi sur la partie postérieure de la cavité abdominale et donc en contact de la cavité postérieure du rétropéritoine. Et vous savez qu'il y a le psoas, en particulier le psoas droit, et ça peut entraîner une douleur à la contraction contrariée du psoas, c'est-à-dire que le malade est allongé sur le dos, jambes tendues, vous mettez votre main sur sa cuisse droite et vous dites de fléchir la cuisse et ça lui augmente une douleur, ça lui donne une douleur dans le psoas, c'est un signe très classique. L'évolution clinique, qu'on pourrait même appeler histologique, 3 phases, catharale, suppurée et gangréneuse. Donc, à la phase catharale, en fait, il s'agit d'une hyperplasie des tissus lymphoïdes ou une obstruction par un stercolite, et plus rarement une infection parasitaire, une maladie de Crohn ou une tumeur. La suppuration est due à la pullulation microbienne et l'inflammation qui s'entend donc aux 3 couches pariétales de l'appendice, la gangrène étant l'ischémie artérielle qui va évoluer vers la nécrose et la perforation. On va voir que les complications sont le plastron, l'abcès et la péritonite. Donc, s'agissant de l'abcès, on aura une défausse en fosse iliaque droite qui peut s'étendre à tout le flanc droit et l'hypogaste. Il peut y avoir un syndrome subocclusif par iléus du grêle la plupart du temps, et la fièvre est aux alentours de 38,5. Le plastron, c'est en fait une évolution de l'appendice avec une implication pariétale et on n'arrive pas à mobiliser le cécum et la région appendiculaire de la paroi. Il s'agit d'une fièvre modérée et on a l'impression d'avoir un empattement de la fosse iliaque. Vous apprendrez que c'est une contre-indication à la chirurgie et le traitement est à ce moment-là uniquement médical. Et puis la péritonite appendiculaire, qui va être d'abord localisée puis généralisée, qui va évidemment entraîner une contracture abdominale. La fièvre est à ce moment-là supérieure ou égale à 38,5. Comme il y a une péritonite, on prend à ce moment-là le syndrome péritonéal et on le décline de la même façon. En particulier, si le faciès est gris terreux, c'est un signe de gravité. Alors, les formes atypiques sont en rapport avec les différentes localisations atypiques. La forme rétrocécale va donner le psoïtis, l'inflammation du psoas, avec une douleur en fosse iliaque droite moins marquée puisque c'est très postérieur dans la cavité, dans la cavité rétro-péritonéale. On peut reproduire et augmenter la douleur avec le palpé bimanuel. Lorsqu'elle est pelvienne, eh bien, on imagine qu'il va y avoir des signes plutôt urinaires, parfois une irritation rectale et même gynécologique chez la femme. Et une douleur qui peut aller jusqu'à des douleurs au toucher rectal et au toucher vaginal. Lorsqu'elle est mésocéliaque, eh bien, le tableau, c'est l'occlusion fébrile par un iléus réflexe de l'intestin grêle. Et lorsqu'elle est sous-hépatique, eh bien, on peut avoir parfois même un tableau de cholécystite atypique, avec donc cette défense et cette douleur dans l'hypocondre droit. Évidemment, les formes atypiques sont aussi
dû au terrain, en particulier le sujet âgé, où la plupart du temps, l'appendicite, les signes cliniques sont moins marqués, l'évolution est plus torpide, on a parlé de péritonite asthénique dans le cours précédent, l'iléus forcément est plus présent puisqu'on n'a pas de symptômes de réaction de contracture, défense et de sepsis. Le diagnostic différentiel est celui d'un cancer et les formes forcément sont le plus souvent plus compliquées car retardées. Et évidemment, on sera inquiet chez les gens qui sont polypathologiques, autrement dit avec de nombreuses comorbidités, puisqu'à ce moment-là, le pronostic sera aggravé. Les examens complémentaires sont simples à réaliser. Numération formule sanguine, créatininémie, bêta-HCG. Et pour l'imagerie, échographie, scanner abdominopelvien. Évidemment, on fera un dosage de la créatininémie pour pouvoir voir si on peut injecter le scanner, contre-indication à l'injection, allergie et insuffisance rénale. Ce qu'il faut retenir, c'est que la biologie normale n'exclut pas le diagnostic. On le verra, dans 20% des cas, la numération formule sanguine est normale. Et la CRP peut être également normale dans 50% des cas. Les scores cliniques dont on va parler après permettent d'éviter de faire des examens biologiques et des examens iconographiques inutiles. Donc, concernant les examens d'imagerie, actuellement, les deux examens à proposer sont l'échographie abdominopelvienne et le scanner abdominopelvien. Vous voyez que la sensibilité est plus importante pour le scanner, à 95% versus 80%. Mais on peut réaliser en première intention une échographie. En pratique clinique, très souvent, en particulier à l'hôpital Henri Mondor, les radiologues iront réaliser de préférence un scanner. Mais vous pouvez, lors d'examens, proposer comme réponse l'échographie abdominopelvienne ou le scanner abdominopelvien. La différence est la sensibilité, mais la sensibilité à 80% pour l'échographie est déjà très importante. Vous verrez que chez l'enfant, c'est l'examen de première intention et que chez les obèses, évidemment, l'échographie sera quasiment impossible. Et puis bien sûr, en cas de forme compliquée, on réalisera un scanner pour regarder les localisations de péritonite et d'abcès à distance. Pour ce qui est des critères de l'HAS, qui sont fondamentaux et vous devez les connaître par cœur, une appendicite aiguë est très peu probable quand la douleur en fosse iliaque droite est isolée, quand il n'y a pas de défense en fosse iliaque droite, quand l'hyperleucocytose est inférieure à 10 000 et que la CRP est inférieure à 8. Le diagnostic d'appendicite aiguë est très probable si les trois signes suivants sont associés: défense en fosse iliaque droite, hyperleucocytose supérieure à 10 000 blancs, CRP supérieure à 8. Donc les diagnostics différentiels sont l'ulcère gastro-duodénal, la cholécystite aiguë, la sigmoïdite, toutes les inflammations et infections de la cavité abdominale. On a vu que ça pouvait être également des pathologies gynécologiques et il peut y avoir des signes fonctionnels urinaires. Mais la pathologie urinaire n'est pas un diagnostic différentiel. Donc, la prise en charge, qui ne fait pas partie de ce que vous devez savoir, mais je vous le donne. Le délai doit être rapide. Le traitement des formes non compliquées, c'est un traitement urgent chirurgical. On réalise une appendicectomie. La voie d'abord peut être une laparotomie courte par voie dite de McBurney, au niveau du point de McBurney ou célioscopique. Et bien sûr, il suffit d'une seule dose d'antibioprophylaxie préopératoire. Actuellement, il n'est pas recommandé de faire un traitement médical seul. Le pronostic, qui ne fera pas non plus l'objet de questions, c'est une urgence chirurgicale, c'est 7% de la population, 20% dans des formes compliquées. La mortalité est faible, 0,1% dans les formes non compliquées.
la péritonite pouvant être mortelle dans 1,5% des cas. Et la morbidité de l'appendicectomie est d'environ 10%, infection du site, infection de paroi, infection profonde, hémorragie, occlusion par bride et appendicite sur le moignon appendiculaire dont on n'aurait pas enlevé l'intégralité de l'appendice. Voilà, nous en avons fini avec ce cours sur l'appendicite. Je vous rappelle que seules les notions écrites sur ce diaporama feront l'objet de questions à l'examen. Je ne vous poserai pas, bien sûr, de questions sur l'histoire malheureuse de Léon Gambetta, chez qui un de nos collègues chirurgiens, Marie-Laine Long, avait fait le diagnostic. Eh bien, on voit que l'évolution peut être inférieure à 1 mois. Les différentes formes anatomiques de l'appendice sont à connaître. La forme modale appendue au cécum, mésocécale, et la forme modale, et que ces différentes formes vont se retrouver dans les formes atypiques d'appendicite. Les tableaux fondamentaux sont ceux de la sémiologie et des critères de l'HAS. Donc les examens complémentaires pouvant être réalisés à côté de la biologie sont pour l'iconographie une échographie abdominopelvienne ou un scanner abdominopelvien. La sensibilité étant plus grande pour le scanner à 95%, 80% pour l'échographie, mais il n'y a pas de différence de préférence à réaliser pour ces 2 examens. Ce sera le choix du radiologue en pratique clinique et en dehors du fait que vous pourrez tenir que, évidemment, une échographie sera moins performante chez un patient obèse. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous pouvez prescrire aussi bien une échographie abdominopelvienne qu'un scanner abdominopelvien face à un tableau d'asyndicite.